Assalamu alaikum. Aujourd'hui, nous allons entamer un autre exercice de génétique qui faisait l'objet d'un examen national en SVT. Alors, commençons par l'énoncé de ce petit exercice. Alors, dans le cadre de l'étude de la transmission de quelques caractères héréditaires et la détermination de la structure génique chez une population de pois, on propose les données suivantes. Étude 1. En 1856, Mendel entama ses expériences d'hybridation sur la plante du pois, du petit pois, afin d'étudier la transmission de quelques caractères héréditaires. Parmi ces croisements, on cite les deux croisements présentés dans le tableau suivant. Alors là, nous avons donc deux croisements. Le croisement 1 entre une plante P1 à fleurs violettes et axillaires et une plante P2 à fleurs blanches et apicales. Alors, la génération F1 obtenue, toutes les plantes sont à fleurs violettes et axillaires. Et vous avez le croisement 2 qui a été effectué entre des plantes appartenant à la génération F1. Et la génération F2 est constituée de 91 plantes à fleurs violettes et axillaires, 32 plantes à fleurs violettes et apicales, 29 plantes à fleurs blanches et axillaires, enfin 8 plantes à fleurs blanches et apicales. Alors la question, que déduisez-vous du premier croisement? Et deuxièmement, en vous basant sur le croisement 1 et 2, montrez que les deux gènes étudiés sont indépendants et donnez les génotypes des parents P1 et P2 et des individus de la génération F1. Et là, on va vous donner les symboles que vous allez utiliser et respecter lors de votre réponse. Bien, passons maintenant à la solution. La question, que déduisez-vous du premier croisement? Et là, on vous rappelle le croisement avec ses résultats. Lorsque vous avez un type de déduction à partir d'un croisement comme celui-là, la première, c'est de déterminer s'il s'agit d'un dihybridisme ou d'un monohybridisme. Alors, si vous consultez le croisement 1, vous voyez bien qu'il s'agit de la transmission de deux caractères, la couleur des fleurs et leur position. Il s'agit donc bien d'un dihybridisme, puisqu'on va étudier la transmission de deux caractères héréditaires. La deuxième sous-question, si vous voulez, à laquelle il faut répondre, est-ce que les parents sont de race pure ou non? Et c'est bien sûr à partir de l'analyse des résultats obtenus en F1. Alors observez bien que toutes les plantes de F1 sont en fleurs violettes axillaires. Ça veut dire que nous avons une génération homogène, où tous les individus sont semblables. Et d'après la première loi de Mendel, les parents sont de race pure. Et ensuite, nous allons répondre à deux sous-questions, deux petites sous-questions. C'est est-ce qu'il s'agit de gènes, d'allèles, on va déterminer les allèles dominants et les allèles récessifs pour chaque caractère, ou bien si nous avons des cas de codominance ou bien de gène létal, pourquoi pas. Ça dépend des résultats que l'on a. Dans ce cas-là, nous avons les plantes F1 sont homogènes et présentent le phénotype de l'un des parents. Ça veut dire que nous sommes dans le cas de dominance absolue. Et là, nous allons donc déterminer l'allèle dominant et récessif pour chaque caractère. Prenons le caractère couleur. Alors, la couleur violette des fleurs est dominante, donc on va noter ça, on va noter l'allèle grand B, et l'allèle responsable de la couleur blanche est récessif, petit b, puisque seule la couleur violette est apparue en F1, donc c'est cette couleur qui est dominante. Pour le deuxième caractère, on fait la même chose. Nous avons des plantes à fleurs axillaires, donc l'allèle responsable de la position axillaire des fleurs est dominant. On va le noter grand P. Et par conséquent, l'allèle responsable de la position apicale des fleurs est récessif. On va noter petit p. Il nous reste à répondre à une petite sous-question. Est-ce que les gènes sont indépendants ou bien liés? Dans ce cas-là, à partir de ce seul résultat, je ne peux pas dire si les gènes sont liés ou s'ils sont indépendants. Il me faut d'autres résultats pour compléter ma déduction. Dans ce cas-là, je me contente de ces trois petites déductions.
il s'agit d'un hybridisme, les parents sont de race pure et j'ai déterminé les allèles dominants et récessifs dans chaque caractère. Passons maintenant à la deuxième question. Là, on me demande de montrer que les deux gènes étudiés sont indépendants et de donner les génotypes des parents P1 et P2 et des individus de la génération F1. Là, on vous rappelle les résultats du deuxième croisement, pardon. Alors, la première chose qu'il faut faire, c'est qu'ils vont maintenant chercher les proportions de chaque phénotype à part. C'est simple à faire. On va diviser chaque proportion de chaque phénotype par le total de tous les phénotypes que l'on va multiplier par 100. Et on va comparer ces résultats avec les résultats des deux gènes étudiés dans le cas d'indépendance. Ça veut dire que les deux gènes sont portés par deux paires de chromosomes différents. Ça veut dire que l'on va obtenir les proportions 9 sur 16, 3 sur 16, 3 sur 16 et 1 sur 16. Si je trouve ces résultats, ça veut dire que mes gènes sont indépendants. Sinon, ça veut dire que mes gènes sont liés. Donc là, j'observe bien que la génération F2 est composée de 4 phénotypes avec les proportions suivantes. Donc je fais le calcul pour le premier phénotype. Je trouve 56,88%, c'est à peu près 9 sur 16. D'où vient ce résultat? Bien, c'est à proximité. Je divise 9 sur 16, que je multiplie aussi par 100, ça va me donner quelque chose de l'ordre de 56,25%. Ça veut dire que là, les deux résultats sont proches. Je fais de même pour le deuxième phénotype. Je vais trouver quelque chose de à peu près 3 sur 16. Et la même chose pour les autres phénotypes. Dans ce cas-là, les résultats que j'ai obtenus sont à peu près 9 sur 16, 3 sur 16, 3 sur 16, 1 sur 16. Ça veut dire bien que là, je suis dans le cas de deux gènes indépendants. Donc F2 présente les proportions 9 sur 16, 3 sur 16 et 1 sur 16. Donc les deux caractères étudiés sont indépendants. Maintenant, je vais déterminer les génotypes des parents. N'oubliez pas que lors de la première question, nous avions déduit que les parents sont de race pure. Ça veut dire qu'ils sont homozygotes pour les deux caractères. Et observez bien que le parent P1, il présentait les caractères dominants, donc il était double dominant, et le parent P2 était double récessif. Donc, les génotypes des parents vont s'écrire comme suite. Alors pour P1, c'est grand B, grand B, grand P, grand P, puisqu'il est double dominant, et P2, c'est petit b, petit p, petit p, petit p, puisqu'il est double récessif. Alors pour le génotype de F1, F1 c'est un hybride, donc il va avoir un allèle de chaque parent, donc il va avoir le génotype suivant, grand B, grand petit b et grand P, petit p, puisque c'est un hybride. Et ça, c'est donc la réponse à ma deuxième question. Dans une deuxième étude, d'autres chercheurs, Batron et Punetz, se sont intéressés par deux caractères chez le pois. Cette fois-ci, la couleur de la fleur, qui peut être pourpre ou rouge, et la forme des grains de pollen, qui peuvent être longs ou ronds. Elles ont procédé à deux croisements que vous avez devant vous. Et la question, on vous demande, que déduisez-vous du troisième croisement? Donc c'est la même chose que la première question, sauf que là on va donc déduire d'un autre croisement. Et ces deux généticiens ont proposé deux hypothèses pour expliquer les résultats qu'ils ont obtenus au quatrième croisement. La première hypothèse, il suggère que les deux gènes étudiés sont indépendants. Et la deuxième hypothèse, c'est que les gènes sont cette fois-ci liés. Alors,
ce qu'on demande, c'est de comparer les résultats de la génération F2 avec les proportions que l'on obtiendrait dans le cas de gènes indépendants. Et à partir de cette comparaison, nous allons déduire laquelle des deux hypothèses est vérifiée. Alors passons maintenant à la solution. Alors rappelons donc la troisième question. Que déduisez-vous du troisième croisement? Là, le troisième croisement, c'était entre des plantes à fleurs pourpres et grains de pollen longs et des plantes à fleurs rouges et grains de pollen ronds. Le résultat obtenu, F1, ce sont des individus tous à fleurs pourpres et grains de pollen longs. Là aussi, on étudie donc la transmission de deux caractères héréditaires. Il s'agit bien donc dans le cas d'un dihybridisme. Regardez bien, observons bien que F1 est homogène, donc les parents croisés sont de race pure. Ensuite, nous allons maintenant déterminer les allèles dominants et les allèles récessifs pour chaque caractère. Alors pour le caractère couleur, F1, les fleurs sont pourpres, alors que les parents croisés avaient des fleurs pourpres et rouges. Ça veut dire que l'allèle responsable de la couleur pourpre est dominant et l'allèle responsable de la couleur rouge est récessif. Et n'oublions pas les symboles que nous devons utiliser. Donc là, on va prendre grand R pour l'allèle dominant et petit r pour le caractère récessif rouge. On va procéder de la même manière avec le deuxième caractère, c'est l'aspect ou bien la longueur des grains de pollen. Nous avons des pollens longs en F1, alors que les parents croisés avaient des grains de pollen longs et des grains de pollen ronds. Ça veut dire que le caractère grain de pollen long est dominant et l'allèle responsable de la forme des grains de pollen rond est récessif. Bien. Maintenant, on passe à la quatrième question et aux hypothèses proposées par nos deux généticiens. Nous allons donc vérifier laquelle de ces deux hypothèses est vérifiée. Est-ce que les gènes sont indépendants ou bien au contraire ils sont liés? Donc nous allons commencer par comparer les résultats de F2 avec les proportions théoriques dans le cas de gènes indépendants. Ça veut dire est-ce qu'ils répondent à 9 sur 16, 3 sur 16, 3 sur 16, 1 sur 16 ou non. Et à partir de cette comparaison, nous allons déduire laquelle des deux hypothèses est exacte. Alors dans ce cas-là, donc, on va procéder à des calculs des proportions obtenues et des proportions attendues et on va comparer les résultats obtenus. Donc ce tableau va nous résumer les calculs à faire. Nous avons 4 phénotypes. Pour les résultats attendus, donc on va multiplier 9 sur 16 par 100, ça va nous donner 56,25%. Les résultats obtenus, pour le même phénotype, nous avons 483. Nous allons diviser par le total, c'était 692, que l'on multiplie par 100. Ça va nous donner quelque chose de à peu près 69,79%. Et on va procéder de la même manière pour les autres phénotypes. Alors, maintenant, après avoir fini nos calculs, d'ailleurs ces calculs ne sont pas c'est pas compliqué, c'est assez simple, on observe bien que les résultats obtenus sont totalement différents des résultats attendus. Ça veut dire que les résultats que l'on obtient ne répondent pas à 9 sur 16, 3 sur 16, 3 sur 16, 1 sur 16. Ça veut dire qu'ils ne suivent pas la troisième loi de Mendel. Ça veut dire que là, les gènes ne sont pas indépendants. Et s'ils ne sont pas indépendants, ça veut dire qu'ils sont liés. Et dans ce cas-là, c'est la deuxième hypothèse qui est vérifiée.
Et voilà. Et ainsi, nous arrivons à la fin de cette solution. J'espère que j'étais clair et que vous avez bien compris. Je vous laisse et à bientôt.